Bonjour à tous. Première partie, le scandale de la France qui arme la Russie contre l'Ukraine. La Russie vient de lancer sa grande offensive contre le Donbass. Un déluge de bombes et d'explosions s'abat chaque jour dans de nombreuses villes stratégiques de l'Est de l'Ukraine. Et au-delà. Les victimes civiles se comptent désormais par milliers, 4335 au 12 avril, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'HCDH. Et les crimes de guerre ne font plus guère débat. Dans ce contexte, une information est presque passée à l'as, diffusée il y a un mois seulement, mais tuée dans l'œuf, par des effets de manche juridiques et un art consommé de la diversion. Pourtant, à en saisir toute la portée, il s'agit incontestablement d'un vrai scandale. Entre 2015 et 2020, la France a livré des armes à la Russie, malgré un embargo européen dès 2014. Un armement appelé à servir dans toutes les guerres de Vladimir Poutine, spécialement en Ukraine. La France a donc armé la Russie contre l'Ukraine. La France tue en Ukraine. Notre pays est même de loin le premier exportateur d'armes de l'Union européenne vers la Russie pour un montant total de 152 millions d'euros, soit 44% de l'ensemble des armes vendues par l'Union européenne. L'Allemagne vient en deuxième place avec 121,8 millions d'euros, puis l'Italie avec 22,5 millions d'euros, parmi les 10 États exportateurs de l'Union européenne. Sans oublier la République tchèque, qui aide pourtant aujourd'hui l'Ukraine au plan militaire. Nous allons approfondir cette information et l'inscrire plus largement dans une deuxième partie, dans les pratiques tout aussi scandaleuses des ventes d'armes de la France dans le monde, qu'elle s'efforce de tenir secrète et affranchie de tout contrôle démocratique, parce qu'opérée au bénéfice d'États voyous, autoritaires ou portant gravement atteinte aux droits humains. D'après les documents confidentiels défense obtenus par Disclose et des informations de sources ouvertes, la France a délivré au moins 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie depuis 2015. Pour 152 millions d'euros, comme le mentionne le dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armement, sans toutefois préciser le type de matériel livré. Il s'agit notamment, on le sait, de caméras thermiques destinées à équiper plus de 1000 tanks russes, ainsi que des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la flotte aérienne russe. Principaux bénéficiaires de ces marchés, les sociétés Thales et Safran, dont l'État français est le premier actionnaire. Soyons plus précis, si vous voulez bien. Dès 2007, Thales signe un premier contrat avec la Russie pour des caméras thermiques baptisées Catherine FC. Puis un second en 2012 pour 121 caméras XP, un autre modèle de gamme destiné à l'armée de terre russe, comme l'indique une note de mai 2016 du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, la SGDSN. Toujours en 2012, Sofradir, une société détenue par Thales, mais également l'INRED, une société grenobloise, vendent à la Russie pour 5,2 millions d'euros de caméras infrarouges. En 2013, Safran équipe la Russie de caméras Matisse STD sur 3 types de chars russes, le T-72, le T-90 et le T-80 BVM. Dès 2014, Safran fournit également la technologie Sigma 95N, permettant aux pilotes russes de se localiser sans avoir recours aux satellites américains ou européens, avec notamment une vingtaine de casques Topol munis d'écrans infrarouges et de jumelles. On apprend alors que les autorités françaises donnaient encore l'autorisation d'envoyer, je cite, des agents chimiques
des agents biologiques, des matières radioactives, des équipements et des composants connexes vers la Russie. Et depuis 2015, la France a même autorisé l'exportation de matériel de la catégorie bombes, torpilles, missiles, charges explosives, armes létales, mais aussi matériel d'imagerie, avions et véhicules légers. En 2016, Sofradir devait encore livrer 258 détecteurs infrarouges à une société russe de défense. Puis Thales, jusqu'en 2018, donne 60 bombardiers russes Sukhoi Su-30 et avions de chasse MiG-29 du système de navigation TACAN, avec son écran vidéo SMD-55S et son viseur dernier cri HUD. Sans oublier 55 caméras thermiques livrées en 2019. La caméra Catherine permet, il faut le savoir, de détecter des cibles humaines en pleine nuit ou de repérer un véhicule dans un rayon de 10 km. L'argument de vente de Thales est d'ailleurs très clair, être le premier à ouvrir le feu, c'est-à-dire précisément l'une des idées maîtresses de la stratégie militaire revendiquée par Vladimir Poutine. Revoir à cet égard notre article vidéo sur Poutine un fou, une enfance nouée par la guerre. Or, ces caméras infrarouges ont assurément déjà servi en Ukraine. En 2014, lors des combats qui faisaient déjà rage dans le Donbass à l'est de l'Ukraine. Une vidéo notamment filmée à l'intérieur d'un tank russe T-72 le prouve. Et l'armée russe n'a aujourd'hui aucune raison de s'en priver dans sa grande offensive. On sait que les hélicoptères de combat Ka-52, qui ont notamment fondu en nuée sur l'aéroport de Osmotel, dans la banlieue de Kiev, dès les premières heures de la guerre, sont équipés de caméras infrarouges. On sait que les caméras Matisse STD de Safran sont actuellement embarquées sur le front ukrainien dans les chars russes T-72, T-90 et T-80 BVM. Vidéo et photos à l'appui. On sait que la technologie française est bien présente aujourd'hui dans les avions de combat utilisés nuit et jour pour pilonner les villes ukrainiennes. Vidéo et photos à l'appui. Comme elles ont déjà servi, d'ailleurs, pour tuer des dizaines de milliers de civils en Syrie, avec le risque d'escalade militaire évident dans les deux cas. Avec donc en prime, quand on y pense, un pied de nez magistral russe vis-à-vis des pays occidentaux alliés de l'Ukraine, à utiliser contre eux des armes livrées par leur leader européen, la France elle-même. D'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky n'est pas dupe. Il déclare le 4 mars dernier que les tanks russes, qui étaient en première ligne au cours des combats, je cite, savaient ce qu'ils visaient, parce qu'ils étaient, je cite, équipés de caméras thermiques, y compris, précise-t-il, lorsque la plus grande centrale nucléaire d'Europe était prise pour cible. Tout le monde s'en souvient. Ce qui expliquerait, peut-être, les tensions récentes entre le président ukrainien et le président français, parmi d'autres causes, à ne pas reconnaître le génocide ou à ne pas fournir assez d'armes à l'Ukraine, comparativement aux États-Unis notamment. Pourquoi ? Parce que les autorités ukrainiennes savent que la France n'a pas rechigné, au contraire, à armer la Russie dont les lâches attaques contre leur population civile prennent des allures de génocide. Avec ces équipements de pointe, difficile de croire en effet qu'immeubles résidentiels, hôpitaux et maternités touchés par l'armée russe ne soient que des dommages collatéraux. L'industrie française lui a donné tous les moyens de les viser avec précision. Pourtant, il y a un gros problème. L'Union européenne
a imposé depuis le 1er août 2014 un embargo sur les armes à destination de la Russie. Une décision qui fait suite à l'annexion de la Crimée par la Russie en février 2014, puis à l'autoproclamation des républiques séparatistes pro-russes de Louhansk et de Donetsk 2 mois plus tard. Mais également, suite au crash d'un Boeing 777 abattu, on s'en souvient, par un missile russe en juillet de la même année. Ainsi, en 2015, sous pression de ses partenaires européens et des États-Unis, le président François Hollande avait fini par annuler la vente de 2 navires Mistral à la Russie. Mais d'autres livraisons, moins visibles, passant sous les radars, allaient se poursuivre, fourguant à Vladimir Poutine ce qu'il lui fallait pour ses guerres privées. La France va exécuter ses contrats, alors qu'elle sait parfaitement à quoi s'en tenir avec de telles armes dans les mains du dictateur. Dictateur selon les propres termes de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui d'ailleurs était déjà en poste au ministère de la Défense sous François Hollande. C'est une duplicité cynique. D'autant qu'Emmanuel Macron s'évertue officiellement à privilégier la voie diplomatique en Ukraine et a poursuivi longtemps ses tête-à-tête téléphoniques, comme on le sait, avec le président russe. Mais alors, comment une telle affaire a-t-elle pu être enterrée alors qu'elle est d'intérêt majeur pour l'élection présidentielle, comme de la responsabilité de la France à l'international? Sans doute, l'art de la communication et quelques moyens de défense bien choisis. Mais qu'il est temps, si vous le voulez bien, de battre en brèche sur le fond. Premier moyen de défense, l'argutie juridique. Soi-disant, il n'y a pas de problème, parce que l'embargo européen n'était pas rétroactif. Ah, le mot-clé est rétroactif. Ce qui est vrai au vu du règlement européen 833-2014. C'est ce qu'on a appelé, à l'époque, de manière incongrue, la clause du grand-père. Autrement dit, la clause du grand-père consiste, pour les contrats signés avant l'embargo, de pouvoir les maintenir. Et c'est l'argument principal retenu par Emmanuel Macron pour s'en sortir. Je cite, « La France s'est conformée en 2014 exactement à ce qu'il convenait, c'est-à-dire au droit international. » Mais la vérité, c'est que ces contrats auraient très bien pu ne pas être exécutés, pour tout simplement sauver des vies, qu'on imaginait bien condamner en armant un tyran, que ce soit en 2014, en 2022 ou dans l'entre-deux. Aurait-on eu d'ailleurs la même réaction si le peuple français avait été visé par les frappes russes? Emmanuel Macron aurait-il exécuté ces contrats en prétextant que l'embargo était rétroactif? Bien sûr que non. De plus, on oublie de dire, concernant l'exportation d'armements vers la Russie, que la France a violé sciemment la position commune européenne de 2008. Qui engage, je le rappelle toujours, les pays membres à, je cite, « ne pas exporter des armements si cela risque d'aggraver ou de prolonger un conflit au plan régional », ce qui est bien le cas. La France a également violé délibérément le traité onusien sur le commerce des armes, le TCA, au plan universel cette fois-ci, parce que la France l'a signé en 2013 et, je cite, « elle n'autorise aucun transfert d'armes, dès lors que celle-ci pourrait servir à commettre, je cite, des attaques contre les civils ou des biens de caractère civil ou d'autres crimes de guerre. » Mais c'est exactement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et même en 2014. C'est là où on voit très bien qu'un commerce odieux dans cette affaire l'a emporté de manière totalement indigne
sur tout le reste. Deuxième argument, avancé par le gouvernement français. Le fameux « on n'a rien fait de mal ». Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, s'était empressé d'éteindre l'incendie des révélations sur Twitter. Il y a un mois, je le rappelle, en affirmant, je cite, qu'aucune livraison n'a été effectuée à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et de rajouter que même aucun contrat n'a été passé entre la France et la Russie depuis 2014. Évidemment, cela mérite d'être vérifié, spécialement au vu des pratiques scandaleuses de la France en matière de vente d'armes depuis des décennies. Nous le verrons dans la deuxième partie. L'inavouable de l'État est malheureusement souvent protégé également par le secret défense, surtout, on l'imagine, dans une campagne présidentielle. Toutefois, bien qu'il nous a été difficile d'obtenir d'autres informations sur le sujet, nous savons quand même que la Russie reste un bon client de la France, avec, tenez-vous bien, 423,6 millions d'euros d'armes vendues entre 2012 et 2016. Mais également qu'en 2017, l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sisi a réactivé son partenariat militaire et de vente d'armes avec la France et la Russie. Il faudra bien nous dire un jour à quoi cet armement a bien pu servir, comme d'ailleurs les exportations françaises vers la Chine, 685,2 millions d'euros entre 2012 et 2016 vers l'État totalitaire. Troisième argument, avancé par le gouvernement français, la minimisation et la relativisation de cette affaire. En effet, selon le ministère des Armées, ce qui a été livré à la Russie, je cite, n'est qu'un flux résiduel qui s'est peu à peu éteint. Chiffre annoncé de 80 millions d'euros en 2014, le montant des livraisons déclarées serait passé à 5,5 millions en 2018 et à seulement 300 000 euros en 2020, selon le rapport du ministère des Armées remis chaque année aux parlementaires. Je cite, « La France n'est d'ailleurs pas le seul pays européen à avoir agi ainsi », rajoute le ministère. Réalisons ce que cela signifie tout de même. Si d'autres pays vendent des armes à la Russie, et d'ailleurs en faible quantité comme nous la France, puisque le but de l'affaire est bien sûr d'engranger le moins de profit possible, mais bien de tuer finalement des civils, alors tout va bien. Et puis, à l'inverse, quand ça arrange la France, on lâche l'argument choc. Si nous laissons échapper ces marchés, d'autres, peut-être moins scrupuleux que nous, les prendront à notre place. Oh oui, peut-être. Quatrième argument avancé par le gouvernement français pour essayer de se dédouaner de cette affaire. La politique de l'autruche, le secret défense, bien sûr. Nous constatons que ni l'Élysée, ni le Quai d'Orsay n'ont souhaité communiquer à l'annonce des révélations qui nous occupent. De même, François Hollande, concernant l'annulation de la vente des 2 navires Mistral à la Russie, on s'en souvient, sous la pression américaine, assurait qu'il n'était pas au courant et que, je cite, « le dossier n'était jamais remonté jusqu'à lui ». Inquiétant quand même quand on est chef des armées. On apprendra bien plus tard que ces 2 navires ont finalement été achetés par l'Égypte du président Sisi. Celui, rappelons-le, qui, après son putsch de 2013, met en place un des régimes les plus répressifs du monde, en incarcérant et torturant des milliers d'opposants. Les livraisons d'armes sont gelées au plan international, mais pas pour la France, qui brave l'interdiction en catimini durant des années. Macron n'est pas sans reste. On sait qu'en mai 2021,
Paris a vendu 30 Rafales au Caire pour 3,7 milliards d'euros. Et comme ce fidèle acheteur est de santé fragile, ce sont des banques hexagonales qui lui ont consenti. Et tenez-vous bien, via un prêt garanti par l'État français. De sorte que si l'Égypte ne peut pas payer, eh bien ce sont les contribuables français qui lui offriront ces avions de chasse. Incroyable quand même. Autre aspect maintenant. En France, le contrôle des ventes d'armes reste l'apanage de l'exécutif via la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, la CIEE-MG. Celle-ci réunit plusieurs représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l'économie et des services de renseignement sous l'autorité du Premier ministre. Or, les délibérations de cette commission sont secrètes. Et il est impossible de savoir pourquoi elle a refusé ou donné son accord à certaines livraisons d'armes. Par conséquent, pour les livraisons d'armes françaises à la Russie, utilisées hier comme aujourd'hui contre l'Ukraine, c'est un choix politique totalement à huis clos, qui n'est pas expliqué ni aux députés ni aux citoyens. Et pour cause, si le peuple français savait. Hypocrisie, si vous me le permettez à cet égard, de Jacques Maire, député LRM, quand il déclare, je cite, « Est-ce que l'on a caché à la population française que l'on a vendu des armes à la Russie jusqu'en 2020 ?» La réponse est non. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement ne l'a pas crié sur les toits. Et qu'à part les spécialistes, la plupart des personnes que l'on interrogerait aujourd'hui dans la rue diraient sans doute « Ah non, je ne savais pas ». Au mieux, rajouterait-il, mais cela ne m'étonne pas.